Tu aimerais pouvoir envisager l'avenir sans avoir besoin de vendre un rein pour avoir de l'argent qui te reste à disposition. Eh bien, on va parler de ça aujourd'hui. On va essayer d'aborder des sujets un petit peu pour optimiser les finances. Encore une fois, c'est des choses qu'on n'en parle pas à l'école malheureusement. Et s'il y en a parmi nous qui ont la chance d'avoir des parents qui ont bien transmis ces infos, c'est pas toujours le cas et pas forcément complètement. Voilà, on va parler aujourd'hui de 10 points, 10 éléments qui peuvent t'aider à un petit peu optimiser ton budget, tes finances, même quand tu démarres dans la vie, même quand tu n'as pas forcément beaucoup de revenus. Alors, la première chose, l'épargne, ça suffit pas. En France, c'est vrai que on dit souvent qu'on est les champions de l'épargne, que les ménages français, ils arrivent à économiser beaucoup d'argent. C'est très bien. Mais au-delà de juste faire de l'épargne, il faut penser à en faire quelque chose de cette épargne pour qu'elle puisse générer des intérêts. Parce que si vous la gardez juste sur votre compte chèque ou sur votre livret A, petit à petit, votre épargne perd de la valeur tout simplement avec l'inflation. On compte, par exemple, si vous avez un revenu, admettons, de 1000 euros, dans 20 ans, ce que vous pouvez acheter aujourd'hui avec 1000 euros, il faudra 1500 euros pour pouvoir l'acheter. Donc ça fait beaucoup. Donc vous voyez, à coût de 2% par an, on ne se rend pas compte, ça fait une grosse différence. Donc si vous pensez avoir de l'argent en sécurité bien rangé, bien casé là où il faut sur votre compte chèque ou votre livret A, ça ne suffit pas. Le livret A ne bat pas l'inflation ou très rarement dans l'histoire. Donc il faut envisager autre chose. Alors bien sûr, c'est bien d'avoir de l'épargne. Il faut épargner, mais on va s'arrêter plutôt à entre 3 et 6 mois d'épargne de précaution, un petit matelas de sécurité pour toutes les dépenses qui sont imprévues. Tout simplement, voilà. Il y a un accident, un problème médical, un remboursement qui n'était pas prévu pour les dents ou pour des lunettes ou des lentilles ou je sais pas moi, un problème avec votre voiture que c'était pas prévu, etc. ou toute autre sorte d'urgence. Et bien vous allez avoir cette épargne de précaution. Donc on veut compter 3 à 6 mois de dépenses. En gros, voilà, si vous dans le mois, les dépenses dont vous avez entre le loyer, les factures, les assurances, la nourriture, etc., les transports, un petit peu le minimum dont vous avez besoin, si par exemple c'est 1000 euros dans le mois que vous avez de dépenses, et bien il faut avoir entre 3 et 6000 euros d'épargne de précaution. Donc ça, vous pouvez le garder sur votre livret A ou sur votre livret d'épargne populaire si vous remplissez les conditions pour l'avoir. Ça, c'est encore mieux que le livret A parce que ça va vous permettre d'avoir un taux d'intérêt plus élevé qui, lui, par contre, bat l'inflation. Donc voilà, si vous y avez accès, souvent quand on est seul et qu'on a des revenus modérés, on y a droit. Donc il faut se renseigner. Et même si ça a un plafond, le plafond c'est 10 000 euros, donc voilà, dans mon exemple, ça rentre. Et si par exemple vous avez tous les mois, vous devez dépenser 2 000 euros, et bien 3 à 6 mois d'épargne de précaution, et bien ça va donner entre 6 000 et 12 000 euros d'épargne de précaution. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et après, bien sûr, une fois que vous avez ce matelas de sécurité, cette épargne de précaution, et bien vous pouvez envisager de mettre votre argent ailleurs. Et on reviendra là-dessus plus tard. La deuxième chose, alors je précise juste là, j'ai essayé de prendre cette habitude-là, je vous fais une petite présentation là, avec un support visuel. C'est un PDF et je le mets à télécharger dans la description, comme ça vous pouvez revenir dessus, vous pouvez éventuellement vous en inspirer ou pas, mais bon voilà, ça fait un petit support, un petit guide pratique que vous pouvez avoir. Alors, la première chose, c'est les mauvaises habitudes. C'est-à-dire, il faut se poser un petit peu la question de quelles sont les dépenses inutiles qu'on a. Et parfois, on pense que c'est normal, mais c'est pas forcément, c'est pas forcément judicieux d'avoir certains types de dépenses. Donc, c'est bien déjà de regarder où est-ce qu'on en est dans ces dépenses dans le mois. Donc, régulièrement, de regarder son compte. Maintenant, c'est facile avec les applications bancaires. On peut très rapidement voir où est-ce qu'on en est. Donc, plutôt que de détourner les yeux et de se dire non, tout va bien
et d'attendre d'avoir une notification d'alerte parce qu'on est dans le négatif. C'est bien de regarder régulièrement pour voir où est-ce qu'on en est avant de faire des choix de dépenses. Voilà. Donc c'est bien aussi de prendre le temps, quand on a des dépenses à faire qui ne sont pas des nécessités absolues, de prendre le temps de comparer, de voir aussi ce qu'il y a moins cher ailleurs, et de se donner un petit peu de temps, soit 48 heures, soit le lendemain, soit une semaine, pour se dire est-ce que j'ai vraiment toujours besoin de ça, est-ce que j'ai vraiment toujours envie d'acheter ça, etc. etc. Est-ce que c'est toujours une bonne idée? Voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous, des personnes qui peuvent être de bonnes influences et qui ne vont pas forcément vous inciter à la dépense. Il ne s'agit pas de ne rien acheter et de ne rien dépenser. Il s'agit juste de se poser la question, est-ce que c'est vraiment indispensable? Alors, l'autre chose, ce qu'on appelle l'inflation du style de vie, en gros, c'est plus on va gagner de l'argent, plus on va s'autoriser à dépenser de l'argent. Donc ça peut être un problème, parce qu'au final, ce qui va nous rester, ça va être l'écart entre ce qu'on gagne et ce qu'on dépense. Et on ne s'en rend pas forcément compte qu'on dépense de plus en plus au fur et à mesure qu'on gagne plus d'argent. C'est pour ça que c'est intéressant de suivre ses dépenses et aussi de se poser les questions, comme on a vu dans le point juste avant, de se poser la question, voilà, est-ce que cette dépense que je fais, j'en ai vraiment besoin par rapport au mois dernier, par rapport à quand je gagnais moins d'argent? Quelle est la différence de mes dépenses? Pourquoi ça a augmenté? Est-ce que c'est vraiment judicieux? Etc. etc. Parce que si vous augmentez votre train de vie, ce que ça vous coûte, votre quotidien, en même temps que ce que vous gagnez, vous n'allez jamais vous enrichir. Vous n'allez jamais pouvoir épargner et vous n'allez jamais pouvoir mettre de l'argent de côté. Et au final, des fois, il vaut mieux avoir une hygiène de vie un train de vie plus pas forcément strict, mais plus modéré, pour pouvoir dégager de la liberté financière par la suite. Parce que sinon, tout le temps, vous allez être pris à la gorge, quels que soient les revenus que vous allez toujours être pris à la gorge un moment dans le mois parce que vous avez trop dépensé. Donc gardez des habitudes plus modestes, plus modérées, essayez de garder à l'esprit qu'il faut vivre en dessous de ses moyens. Vivre en dessous de ses moyens. Quels que soient vos moyens, il faut vivre en dessous de ses moyens si vous ne voulez pas être pris à la gorge. Donc voilà, là-dessus, c'est important d'éviter de se comparer aux autres, mais plutôt de réfléchir à un petit peu, c'est quoi mes objectifs sur le long terme, c'est quoi ce que je veux pour mon avenir, pour mon futur, dans 5, 10, 20 ans, 40 ans, pour mes éventuels enfants, etc. etc. L'autre chose qu'on a tendance à négliger, ou tout simplement on n'y pense pas, c'est sa réputation financière. Le jour où vous aurez besoin d'avoir un crédit pour, on va le voir plus tard, mais pour acheter un bien immobilier, par exemple, les banques, elles vont regarder un petit peu l'historique de c'est quoi votre comportement, comment vous gérez votre argent. Donc ils vont regarder vos historiques bancaires. Les banques vont regarder les derniers mois, des fois plusieurs années, pour voir un petit peu c'est quoi votre hygiène, votre train de vie en termes de finances, de dépenses. Et c'est pour ça qu'on aborde ces points-là notamment. C'est pour prendre des bonnes habitudes, envoyer des bons signaux, tout simplement parce que c'est ce qui va vous permettre de montrer que vous êtes raisonnable, que vous mettez de l'argent de côté, etc. D'ailleurs, ça va être un des éléments qu'ils vont regarder. C'est est-ce que chaque mois, vous mettez de l'argent de côté? Est-ce que vous dépensez exactement tout ce que vous gagnez? Est-ce que vous êtes à découvert? Si vous êtes à découvert, si ça vous arrive régulièrement ou même de temps en temps, ça ne va pas envoyer un bon signal à la banque. Et puis vous, en plus, ça vous fait dépenser de l'argent pour rien parce que vous avez des frais de recouvrement quand vous êtes à découvert. Donc voilà, essayez vraiment de garder ça en tête. Il faut, le conseil que je donne là-dessus, c'est donnez-vous un montant minimum que vous allez garder sur votre compte courant, quoi qu'il arrive. Que le montant minimum, ce ne soit pas 0, mais par exemple 500 €. Vous dites, il y a toujours 500 € dans mon compte chèque. Quand j'arrive à 500 € sur ce compte, quand je dis compte chèque, compte courant, c'est la même chose. Quand j'arrive à 500 €, moi, je considère que c'est 0 et j'arrête de dépenser. J'arrête de dépenser parce que s'il y a un truc que je n'ai pas prévu, s'il y a quelque chose qui arrive
Je ne veux pas, moi, me retrouver en dessous de zéro à découvert. Et ça va envoyer plutôt un bon signal à la banque, en plus de vous réduire un petit peu la quantité de stress que vous pouvez avoir. Donc considérez par exemple, moi je dis 500 euros, vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais 500 euros c'est le zéro dans votre compte. Arrivé là, je dépense pas moins. Donc aussi la chose à faire, c'est pour prendre les bonnes habitudes, ça va être en début de mois, mettez tous vos prélèvements automatiques. Comme ça, enfin, juste après avoir reçu vos revenus, bien sûr, pour ne pas causer des problèmes trop tôt. En début de mois, juste après avoir reçu vos revenus, vous mettez tous vos prélèvements automatiques et vous voyez tout de suite l'argent qui est disponible et régulièrement, vous regardez pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui est passé entre les filets, quelque chose que vous avez oublié de mentionner, etc. Et de cette façon, vous aurez toujours de l'argent disponible sur votre compte chèque, ça va donner un bon signal et on va éviter d'avoir aussi des crédits à la consommation. Des crédits à la consommation, c'est tout simplement quand vous payez à crédit des choses qui ne sont pas indispensables et nécessaires. Donc de ne pas avoir de crédit, c'est le mieux. Essayez plutôt de mettre de l'argent de côté, comme on a vu avant et comme on va revoir après, plutôt que de rechercher la solution du crédit. Là, du coup, ça nous mène à le point suivant. La dette, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ? Alors, c'est une mauvaise idée, en général, d'emprunter pour quelque chose qu'on appelle un passif, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas vous rapporter quelque chose, qui est juste une dépense qui va vous coûter quelque chose. Par exemple, les habits, ça ne vous fait pas gagner de l'argent. Il y a peut-être des cas exceptionnels si vous avez un métier qui fait que vous allez générer plus de revenus si vous vous habillez de telle ou telle façon, peut-être. Voilà. Moi, c'est pas dans mon quotidien personnellement. Mais voilà, en général, on va éviter de dépenser, enfin de faire un crédit pour quelque chose qui ne va pas vous rapporter. La voiture, c'est pareil. On va éviter de faire un crédit pour la voiture. Si vraiment vous n'avez pas le choix, faites que vous devez faire un crédit pour acheter une voiture parce que vous n'avez pas pu mettre de l'argent de côté ou parce qu'il y a un problème avec votre voiture d'avant que vous veniez d'acheter, que vous avez utilisé l'argent que vous aviez économisé, elle a un accident, elle est en panne et du coup voilà, vous devez trouver un autre véhicule à ce moment-là. Voilà, il y a des conditions exceptionnelles, mais c'est qu'on va éviter quand même parce que la voiture, une fois que vous l'avez achetée, au bout d'un mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, elle perd de la valeur. C'est pas quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. Bon, ça vous permet de travailler, etc. Oui, donc oui, quelque part. Mais vous voyez, c'est un petit peu le point, le point à arbitrer, à nuancer. Et quand vous devez faire un crédit pour une voiture, moi je vous invite plutôt à acheter une voiture d'occasion, que ça vous coûte le moins d'argent possible pour que ce crédit soit le plus vite remboursé. Parce que comme je viens de le dire, si jamais vous avez un problème avec cette voiture et que du coup elle se retrouve à la casse par exemple, et bien, que vous ne retrouviez pas à payer un crédit pour une voiture que vous n'avez plus. Ce serait vraiment embêtant parce que vous allez devoir acheter une nouvelle voiture. Et là, vous êtes dans une situation où vous êtes embêté, vous êtes déjà en train de payer un crédit pour une voiture que vous n'avez plus et vous devez acheter une nouvelle voiture. Donc là, voilà, on s'en sort plus. Donc commencez petit, modeste, modéré. Achetez une voiture qui ne va pas vous coûter trop cher au début. Mettez de l'argent petit à petit. Et si vous avez un besoin d'avoir une voiture un peu plus grande, un peu plus, voilà, quelque raison que ce soit, essayez toujours de faire le minimum. Parce que la voiture ne va pas vous rapporter un plus grand service ou plus d'argent parce qu'elle vous coûte plus cher. Par contre, vous allez perdre beaucoup plus d'argent dedans. Donc au début, il faut plutôt avoir cet état d'esprit-là. Alors maintenant, la bonne dette, la bonne façon d'avoir de la dette, si je puis dire, en général, on va plutôt penser à tout ce qui est immobilier. Si c'est pour acheter sa résidence principale, par exemple. Voilà, en général, ça va vous coûter moins cher d'acheter votre résidence principale qu'un loyer. Et surtout, le loyer, au fur et à mesure du temps, il va augmenter. Il va augmenter autant, voire plus, que l'inflation. Donc si le loyer que vous payez aujourd'hui, il y a des chances, ce n'est pas toujours le cas, mais votre propriétaire, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, il va pouvoir augmenter ce loyer au fur et à mesure, donc il va vous coûter de plus en plus cher. À l'inverse, si vous achetez votre résidence principale, que ce soit un petit appartement, que ce soit un plus grand appartement, une maison, peu importe, là, le crédit, les mensualités que vous allez payer,
ça va être les mêmes du début à la fin. Bon, après, il y a des arrangements qui existent, mais en gros, la plupart du temps, c'est ça. Et avec l'inflation, cette mensualité, comme on a mentionné au début par rapport à l'épargne, cette mensualité, avec l'inflation, elle va valoir, entre guillemets, de moins en moins. Vous avez l'exemple de tout à l'heure, quand je disais 1000 euros aujourd'hui, dans 20 ans, il faudra 1500 euros pour payer ça. Donc, par exemple, si vous avez un crédit de 1000 euros aujourd'hui, et bien, dans 20 ans, vous voyez que ces 1000 euros auront une moindre importance de coût. Ce sera une part moins importante de vos revenus à ce moment-là. Donc ça va être un petit peu l'intérêt aussi là, c'est que au fur et à mesure avec l'inflation, ces mensualités-là, elles vont vous revenir de moins en moins cher entre guillemets, même si c'est le même nombre. Bon, si c'est pas forcément très clair, n'hésitez pas à faire des commentaires pour poser des questions ou faire des précisions. Si vous dites ça mieux que moi, il n'y a pas de souci. Je prétends pas pouvoir l'expliquer tout au mieux, mais j'essaye un petit peu d'exposer des points. Donc voilà, l'immobilier, ça va être un petit peu l'exception. C'est une bonne raison de s'endetter parce que ça vous permet d'avoir accès à quelque chose qui est extrêmement difficile de pouvoir épargner pour pouvoir l'acheter comptant. Voilà, acheter une maison, voilà, si une maison, le prix moyen d'une maison en France aujourd'hui, on doit être entre 200 et 250 000 euros. C'est pas forcément évident de réussir à mettre de l'argent de côté rapidement, 250 000 euros. Voilà. Tout le monde n'a pas forcément quelqu'un qui vous n'hérite pas forcément de cet argent-là. Donc si vous devez le mettre vous-même de côté, voilà, c'est pas évident. Donc la banque, ça va vous aider à ce moment-là. Par contre, ce qu'il va falloir faire pour ça, c'est mettre de l'argent de côté pour pouvoir faire un apport. En général, on va vouloir mettre à peu près minimum 10% d'apport. Ça dépend des banques. Il y a des banques qui demandent plus. Il y a des banques, au contraire, qui vont faire en sorte de réduire l'apport pour que vous puissiez avoir toujours de l'argent investi dans la banque. Mais c'est bien de prévoir d'avoir minimum 10%. Alors, ça va être, des fois, ça va être plus, ça va être 20%, 30% en fonction des biens, en fonction de votre réputation bancaire, de l'image que vous avez envoyée, etc. Enfin, il y a plein de facteurs qui vont dépendre, mais il va falloir avoir au moins cet argent-là de côté pour pouvoir convaincre la banque que vous êtes sérieux, qu'ils peuvent vous faire confiance. L'autre exception, ça va être si vous voulez faire un emprunt parce que vous avez une entreprise à développer, par exemple, et à créer, et que vous savez que ça va vous permettre de générer des revenus plus importants que ce que va vous coûter l'emprunt. Sinon, il faut le faire, ça ne sert à rien. Alors, j'ai réalisé que cette vidéo était beaucoup plus longue que ce que je voulais. Du coup, je vais m'arrêter là pour la première partie. Je vous invite à mettre un petit commentaire, à regarder la deuxième partie de la vidéo, bien sûr, et à vous abonner à la chaîne de façon à ce que j'ai plus d'abonnés et à aimer aussi, éventuellement à partager. N'hésitez pas à me faire des retours. Je suis assez nouveau sur YouTube et de faire des vidéos, etc. Donc je prétends pas encore être tout à fait au point. Donc je suis en cours d'amélioration et de peaufinage. Donc n'hésitez pas à me faire des critiques positives, n'est-ce pas? Allez, à bientôt. Au revoir.